Salut à tous et bienvenue sur One Shot pour cette série d'interviews Losange 2024. Je suis rejoint par Greg et Nico de la CED. Salut les gars. Salut. Ça va? Impeccable. Toujours frais quoi. Enfin toujours frais. Mieux que l'année dernière là, franchement, bien reposé, nickel. Non mais là c'est bien, c'est le matin. Le samedi matin, c'est idéal pour nous. C'est idéal, ouais. Vous n'allez pas être éclaté de votre salon. On parlait un petit peu en off de plein de choses, mais avant tout, j'aimerais qu'on rappelle un peu à nos auditeurs ce qu'est la CED, parce que c'est un truc qui est très très important, mais qui n'est pas un nom très connu, à part des gens qui sont évidemment dans le business où tout le monde sait. Mais la CED, c'est quoi ? Et ben la scène, en fait, nous on est grossiste, donc ce qu'on appelle grossiste pipier, donc c'est grossiste pour les bureaux de tabac, on est spécialisé là-dedans. Historiquement parlant, c'est une société familiale, c'est mon grand-père qui l'avait lancé, et c'était dans la photo, il était photographe. Et en fait, on avait eu une transition des années 80-90, comme on vendait beaucoup de pellicules et de piles via la photo, et que c'était un produit qui se faisait énormément en tabac, même les appareils photo jetables, etc. Ouais. Ça a été notre premier pas dans les bureaux de tabac dans les années 80-90. Et après, du coup, depuis, on s'est spécialisé là-dedans. Et aujourd'hui, on a 95% de notre chiffre, 90% de notre chiffre, c'est les bureaux de tabac. Et 10% restant, c'est la photo qui est notre histoire. Vous faites encore de la photo, ouais, tu vois encore des péloches. Ouais, alors ça revient, ça remonte, des polaroïdes, etc. C'est des marchés qui remontent après 30 ans de baisse. Marché qui remonte. Ouais. Je sais pas si je parierais beaucoup sur l'argentique là en ce moment. Non, ne mets pas une vie non plus là-dessus, mais vintage. Ça reste encore un vrai truc. Après, je pense que ça va stagner l'argentique. Tu as toujours des photographes qui aiment ça, dont Juliette. Ah, ben voilà. Qui est derrière le truc. C'est pour ça qu'elle rigole sur l'argentique. Donc ouais, la CED, vous êtes ce qu'on appelle dans le langage courant un pipier. Vous vous occupez principalement de fournir les bureaux de tabac. Et enfin les buralistes quoi, de tout un tas de produits. Vous avez une grosse part de vape maintenant. Totalement. Ça a évolué pas mal. On en a parlé l'année dernière. Est-ce que ça a bougé par rapport à l'année dernière, cette part de vape dans la scène ? Non, elle a bougé à l'intérieur d'elle-même sur le mix produit à l'intérieur. Mais aujourd'hui, la vape, c'est notre deuxième marché. Là, il y a l'article fumeur qui est historiquement, donc papier à cigarette, briquet et tout. Et la vape est vraiment le deuxième marché que l'on a, nous, au niveau de la société. C'est un point très important là-dessus. Derrière, suit la confiserie et après le CBD, on va dire, pour avoir un peu la descente des grandes masses de chiffre d'affaires. Et non, la vape, c'est consolidé d'année en année. Aujourd'hui, c'est un angle d'attaque et de spécialisation qu'on a pris. Et d'où Greg, qui est un vrai spécialiste là-dessus, qui connaît cet univers par cœur et qui l'adore. Et c'est vrai qu'on s'est spécialisé là-dessus. Tu connais bien l'univers de la vape, Greg ? Ouais. Il y a une marque de liquide dont tu voudrais peut-être nous parler. Vape Nation. Une marque de liquide dont je voudrais vous parler, oui, parce que c'est une marque qu'on a lancée il y a maintenant 4 ans, qui marche extrêmement bien, parce qu'on avait choisi des critères qui étaient spécifiques et qui ne ressemblaient du coup à aucun autre critère qu'avaient les autres pipiers dans leur liquide. Ne serait-ce que le 50-50 qui n'existait pas par exemple, alors que je savais pertinemment que sur les machines actuelles et même avant, c'était le combo idéal pour vapoter sans avoir de fuite, etc. Donc on avait lancé ça et puis du coup ça s'est énormément développé, on en est très content. On a créé des gammes annexes comme Licky Puff et Colors qui sont toujours issus qui s'appellent Vape Nation, mais si tu veux c'est des gammes avec, des short gammes avec 9 parfums quoi. Ouais. Et du coup ça aussi ça explose bien. Alors c'est vrai que le 50 ml, nous on pousse énormément dessus depuis 1 an et demi parce qu'on est convaincu que on en parlera tout à l'heure, mais de la taxe, mais on reste aujourd'hui convaincu que le 50 ml c'est ce qui va logiquement arriver ensuite. Et donc du coup on développe énormément là-dessus et on pousse nos équipes commerciales justement à beaucoup plus expliquer aux buralistes le fonctionnement du 50 ml, à expliquer aux clients avec les boosters, etc., bien les utiliser. Et donc ce développement il se fait finalement naturellement aujourd'hui. C'est encore compliqué pour les buralistes cette histoire de 50 ml. Tu te fais engueuler par Rémi parce que t'es pas dans le micro. Il t'attend à la sortie. Il va me tabasser en live un jour. Non, il le fera pas. Il s'occupe des rotules lui principalement. C'est sous la table, ça se voit pas. J'aimerais bien les garder, c'est sympa les rotules. Ça peut servir. C'est compliqué à expliquer aux buralistes ce 50 ml. C'est un truc qu'ils comprennent de mieux en mieux. Comment tu le sens toi ? Alors, moi historiquement ce que j'ai remarqué en arrivant
chez SED, c'est que le buraliste a vraiment du mal avec le changement déjà. Donc ça veut dire que historiquement, le 10 ml pour lui, c'est sa spécificité, il est content, il a son flux client. Aujourd'hui, il est obligé de faire autre chose parce que c'est un marché qui évolue très très vite. Le buraliste n'est pas vraiment enclin à évoluer aussi vite que le marché, ce qui est, on va pas dire dommageable, mais pour eux c'est malgré tout une perte parce que ce soit sur le matériel, sur les liquides, etc., il faut suivre le mouvement. C'est plus une question, c'est plus un choix, c'est une obligation, il faut suivre. Aujourd'hui le 50 ml est plébiscité parce que moins cher pour le client final, etc. Donc il est obligé. Donc nous, on est assez content de voir, je ne me souviens plus de la question. Si c'était compliqué par rapport aux 50 ml chez les buralistes, ils comprenaient bien comment ça fonctionnait. Ils le comprennent maintenant, ils le comprennent. Okay. Ouais, la plupart, tu vas leur expliquer le pourquoi il faut le faire et ils vont t'en faire un petit peu et puis ils vont voir que ça prend. Ils sont assez, il leur faut du temps en fait pour rentrer des nouvelles. Pour comprendre le marché. Il y a le côté de la spécificité du bureau de tabac qui est sa force et à la fois qui explique aussi ce temps de réaction par rapport au marché de la vape. Le marché de la vape, c'est des boutiques ultra spécialisées avec des gens qui ont beaucoup de temps. Le bureau de tabac, c'est des grosses amplitudes horaires, c'est quand même un travail où les heures il ne faut pas les compter parce que ça fait très vite très peur. Et à chaque fois que vous vendez quelque chose, il y a déjà quelqu'un qui attend derrière pour un autre produit. Donc forcément, l'ultra spécialisation et l'ultra conseil est compliqué. Ils ont du conseil, ils accompagnent les clients, mais ils ne peuvent pas faire la hauteur d'un point de vente qui fait 30-40 clients de jour alors qu'eux vont en faire 600 ou 800. Ouais. Donc c'est quoi, c'est 6 secondes à peu près le temps que tu passes à la caisse? Ouais, je crois que c'est très rapide. Et c'est leur force, c'est ce qui fait une grosse amplitude horaire, le fait qu'ils viennent et tout, c'est qu'il y a toujours beaucoup de produits, etc. Et à la fois, pour anticiper le marché, c'est plus compliqué parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer aux consommateurs. Donc il faut que ce soit un consommateur déjà éduqué qui rentre. Alors là, on fait des grandes lignes. Évidemment, il y a des tabacs qui ont des coins vape, qui sont des vape shops, très clairement. Qui sont même des conseillers dédiés. Des conseillers, etc. Donc, mais si on prend 60% des tabacs sont des bars tabac, évidemment ils ne peuvent pas avoir cette même expertise ou ce même temps parce qu'ils ont un bar à gérer. Si en plus ils font brasserie et en plus le tabac, rien qu'en alignant les métiers que je viens de citer là, on comprend très vite pourquoi ça peut être plus compliqué pour eux en termes de temps. Tu vas pas attendre une demi-heure pour avoir ta bière et ton paquet de Winston parce qu'il y a un mec qui arrête de fumer en fait. C'est ça. Un peu compliqué. On parlait un peu des grandes lignes en off là avant de commencer. C'est quoi les grandes lignes pour l'année prochaine pour la CED? C'est quoi vos grands objectifs de l'année prochaine? Alors nous, dans les grands objectifs, on va avoir... J'aime bien comme Greg, il t'a passé la main. Ouais. Ça c'est ton truc. Ça c'est pour lui. Sur les grands objectifs, on va avoir évidemment continuer sur la vape, continuer cette transition que l'on fait actuellement sur la puff, comme on se le disait aussi en off. Il y a une législation qui va vraisemblablement tomber avec un décret qui va vraisemblablement tomber pour l'année prochaine, etc. Donc c'est continuer la transition de ce marché-là. Continuer aussi à accompagner, comme on disait, le 50 ml, ça va être un gros sujet nous aussi pour les points de vente. Donc aussi l'accompagner là-dessus. Et puis on a aussi découvert des nouveaux partenaires sur des produits vape et CBD comme on a dit sur la partie Sunakin qu'on a vu rencontrer à Dortmund, qui est un produit dans lequel on croit. Ça fait partie des gros changements, de la continuité d'accompagnement là-dessus, et aussi on continue aussi à recruter des équipes sur le terrain pour continuer justement ce sujet de formation des points de vente et de se faire connaître aussi. Ouais, bien sûr. Alors Sunakin, vous les avez vus à Dortmund, on y était aussi à ce salon. Greg, toi tu as été choqué, et je pense que moi aussi, on a tous été choqués, il n'y avait pas beaucoup de vape à Dortmund. Ouais, c'est surtout moi ce qui m'a choqué, c'est le peu de liquide. Donc on a bien compris que le marché de toute façon il va changer. On n'en est pas encore à ce stade en France, puisque nous, alors après on est des bons Gaulois, c'est-à-dire que nous si on aime les liquides, on va continuer le liquide et les autres c'est pas très grave, ils font ce qu'ils veulent. Mais effectivement à Dortmund on s'est aperçu qu'il devait y avoir 2 stands de liquide. Ouais, le reste c'était du pod et puis alors du pod je pense que c'est l'avenir malgré tout. Et si taxe il y a en plus, ce sera encore plus simple à faire passer sur du 2 ml. Spécialement en Allemagne où la taxe est déjà en place, tu comprends qu'il n'y a plus beaucoup de grosses machines et de gros litres de vape et de machin. C'est ça, on a été surpris par ça, on a été surpris par les Nico Puch, je pense, parce que un bâtiment entier rempli de marques qui avaient popé
en une année finalement, si tu regardes bien, parce que nous, en info, on n'a pas eu grand-chose. Et les chewing-gums aussi, la Vont, oui. le truc de les gommes machin avec de la nicotine et tout. T'as ça, t'as les billes. Ils essayent en fait de trouver des alternatives. Elles sont bonnes ou pas. Moi, il y a des trucs que j'ai vus à Dortmund, ça m'intéresse pas du tout de le voir en France, par exemple. Comme quoi, par exemple? Ces gommes, elles m'intéressent pas. Tout ce qui pourrait ressembler à une friandise m'intéresse pas, parce que en fait, on va bifurquer dans une direction qui est pas bonne, qui peut donner une visibilité. Alors c'est un peu le problème qu'on a eu sur les PAF 600 aussi, tu sais, avec les couleurs, etc. Mais là, on amplifie encore le phénomène avec du consommable qui pourrait être du consommable pour enfants, quoi. Ouais, les petits gummies à la nicotine. Ouais, c'est ça. Et puis on va se faire encore taper sur les doigts en nous miam, disant... ça. on va encore se faire taper sur les doigts en nous disant oui, regardez ce que vous faites. Vous faites des produits qui ressemblent trop à des produits dédiés pour les enfants. Un peu dans cette idée-là. Un peu dans cet esprit-là. Parce qu'on ne ferait pas après une poudre nicotine, c'est pareil, ça envoie un message sur ce marché-là. Et en plus, c'est des consommateurs qui ne vont pas être éduqués sur le sujet. Personne ne sait comment on mange de la nicotine d'une certaine façon, et de se retrouver à avoir ça lâché comme ça, pour nous, ça peut amener une mauvaise image c'est contre-productif. à ce marché. C'est complètement contre-productif. Tu vois, le Sniffy, c'est pareil. Je pense que je suis le premier qu'ils ont appelé. Ah ouais? Ouais. Ah oui, parce que oui, en effet, ouais. Et j'ai dû rester 1 heure avec eux au téléphone en leur disant, les gars, ce que vous faites, c'est n'importe quoi. C'est de la merde. C'est de la merde. Vous vous rendez compte? Mais non, mais attends, tu vas voir, c'est une nouvelle manière. J'ai dit une nouvelle manière en sniffant de la poudre. Tu vois, et tu peux discuter. Les mecs, ils étaient sûrs de leur truc, tu vois. Et finalement, je leur ai dit, de toute façon, ça marchera jamais. Donc, et nous, on le fera certainement pas. C'est hors de question. On peut faire un lubrifiant anal à la nicotine aussi. Ouais, non, mais tu peux en faire des choses. Ça peut se faire. Non. Dans les mauvaises idées, t'en as quelques-unes. En fait, je pense qu'il y a trop de monde qui a de mauvaises idées sur la nicotine. Et du coup, et trop d'opportunistes aussi. C'est ça, qui vont essayer de l'exploiter, mais en one shot, quoi. Tu vois, tu t'as oublié où t'étais. Doucement avec one shot. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'institutionnels aussi dans le monde de la vape, parce que là, on parle de ceux qui sont plus francs-tireurs, mais il y a beaucoup d'institutionnels qui sont très sérieux, et c'est une vraie chance pour notre métier et pour ce métier de la vape qui pour moi a beaucoup de bonnes choses à apporter. Et après, c'est vrai qu'on a toujours même les institutionnels ont toujours cette peur de ce qui va arriver. En gros, à quel moment on va finir aux 20h à la télé, sur quelle image, quoi. D'une certaine façon, c'est un risque pour le métier, et c'est pour ça qu'on est content aussi d'avoir beaucoup de gens, mais même que ce soit vous pour la partie média, pour la partie industrielle, d'avoir beaucoup de gens sérieux, que ce soit sur des partenaires issus du monde du tabac, mais aussi des gens issus du monde de la vape et qui ont créé ça depuis le début, dans ce marché dès le départ. Et ça, c'est une chance qu'il faut bien conserver aussi. C'était toujours à la merci du plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que le plus gros blaireau de ton industrie, c'est lui qui te représente d'un coup. C'est ça. Et mal en plus. Vraiment mal. Très très mal, en effet. Tu parlais de la Puff 9000 et de tout ça, et ça nous a amené à parler un peu évidemment du sujet chaud du moment, qui est la taxe. Au niveau, là encore, on parle de ça, mais il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de non plus complètement hors de la table, d'après ce que je comprends. Vous en êtes où, vous, par rapport à ça? Parce que ton développement de 50 ml, par exemple, il peut être très impacté par ça. C'est quoi votre position là-dessus? Toi ou moi? Les deux. Commence, les deux, idéalement. Faire ensemble. Vas-y, commence. Nous, c'est vrai que sur la partie taxe, on reste évidemment à l'écoute là-dessus. Évidemment, ça va bouleverser s'il doit y en avoir une, ça va quand même bouleverser le marché, principalement les gros contenants, etc. C'est le côté où on le voit assez peu d'un bon oeil, parce que ça va mettre aussi le pied sur la suite là-dessus, que ce soit les produits paquets neutres, que ce soit l'arrêt des arômes, que ce soit tout ça. Et pour nous, c'est quand même des marchés, des produits qui aident les gens de passer de fumer à vapoter. C'est des choses qui sont importantes, je pense, pour le monde de la vape. Et en plus de ça, ce que l'on disait, c'est que si on va sur le paquet neutre, l'arrêt, etc., on va revenir à ce qu'on a connu au tout début de la vape, des petits chimistes qui vont acheter chaque élément de leur côté, un arôme d'un côté, un propylène de l'autre, une glycérine de l'autre, parce qu'on ne peut pas tout taxer, il y a trop dans l'alimentaire, etc. Ouais, mais bon, le problème, c'est que si tu taxes, par exemple, là, la loi parle de taxer tout ce qui est produit de vapotage,
nicotinée ou non. Donc ça veut dire que ça taxe aussi la glycérine pure et dure. Oui, mais la glycérine seule, ils pourront pas parce que celle-là, elle est utilisée par exemple en Allemagne, ils l'ont fait. Hein. Oui, mais l'alimentaire, ils font comment dans l'alimentaire? Parce que le propylène, par exemple, on l'a, ou la glycérine dans la cosmétique. Alors ils disent, et c'est ça le problème, c'est qu'ils disent, c'est pas de la glycérine qui est faite pour être vapotée, c'est de la glycérine cosmétique. Ouais, mais tu vois. Oui, mais qui dit que demain, des gens vont pas acheter de la glycérine cosmétique d'une certaine façon. Enfin, je veux dire, on va arriver dans quelque chose. Comme l'alcool, à vendre de l'alcool modifié, par exemple, dans les pharmacies, pour dire, ça, il n'y a pas d'acide dessus parce qu'il est modifié. C'est ça. Donc vendre de la glycérine modifiée. Enfin, bon, c'est ça, et puis ça veut dire que tu as des gens qui vont se jeter là-dessus en sortant. J'ai déjà discuté avec des industriels du liquide. Sur le sujet et qui m'ont dit mais c'est pas grave, moi je marquerai autre chose sur mes flacons, ce sera pas dédié au vapotage et je vais faire en sorte que on puisse arômes passer pour le yaourt quoi. Ouais. Et c'est pour nous en fait c'est le côté ça a forte chance de pas amener des bonnes choses, surtout dans un marché qui quand même la vape, on parle d'un marché qui est jeune, il est très loin d'être mature et il est très loin d'avoir fini son travail de progression, de croissance là-dessus. Donc du coup c'est dire pour nous ça anticipe quelque chose. On comprend qu'il peut y avoir une logique sur taxer la nicotine en règle générale, puisqu'on parle de dépendance, etc. Il y a une logique aussi que l'État peut avoir une taxe, on comprend la logique, mais aujourd'hui, est-ce que la priorité n'est pas plutôt de faire vapoter les gens pour faire une transition sanitaire que taxer la nicotine? Tu me poses la question à moi? Oui, complètement. Si c'était une question, je réponds oui, tout à fait. Ouais. 220 personnes par jour qui meurent du tabac. Oui, la priorité, c'est pas de leur faire payer leur vape, c'est de les faire arrêter de fumer, en fait. Oui, en effet. C'est quand même assez dramatique, quoi. Et puis, évidemment, tout le marché noir qu'on connaît et qui va forcément émerger à la suite de ça, quoi. Totalement. Ça risque d'être bien compliqué. Tu sais, on a eu la même transition. Rappelle-toi, quand la TPD est sortie, qu'on a dit le flacon ne doit pas dépasser 10 ml s'il est nicotiné, ils ont dit c'est pas grave, on va faire du 50 ml. Ouais, et des boosters. Donc ils sont assez ingénieux pour trouver des alternatives et qui vont finalement emmerder tout le monde. C'est ça, vrai. Et puis tu ghettoises un truc et tu le rends moins réglementé, tu le laisses aux mains de petits chimistes qui font n'importe quoi. C'est ça. Et à la fin tu te retrouves avec du grand n'importe quoi. Et le truc que j'anticipe ou qui me fait très peur là-dedans, c'est qu'on va passer d'une industrie réglementée à un truc qui est fait dans un bureau à la con sans normes, sans rien, parce que c'est du marché noir, tu t'en fous. Et à la fin, il va y avoir des accidents et on va dire vous avez vu la vape, on avait raison d'être dur avec ça, parce que maintenant il y a des accidents. C'est exactement ce qui va se passer. Si on prend l'exemple des marchés qui est bien connu dans ce salon, le marché du tabac, aujourd'hui, il y a 40-45% du volume des cigarettes fumées en France qui ne sont pas taxées en France, puisqu'elles sont soit importées, soit contrefaites. Et aujourd'hui, 40% de contrebande en France. C'est énorme, oui. Aujourd'hui, depuis la réouverture à la fin Covid, etc., oui, c'est des gros morceaux. Mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, la part de la contrefaçon, on ne parle plus d'une cigarette faite par un cigarettier qui a des contrôles dans d'autres pays, qui ont des normes, etc., des normes européennes, etc., où on perd juste une taxe. Aujourd'hui, on parle aussi de contrefaçon, on parle de gens qui fabriquent en France ou à l'étranger leurs cigarettes avec zéro contrôle. Estampillé, Marlboro. Oui, et on parle d'usines, des fois, quand on regarde un peu ce qui est noté, on voit des usines, on parle d'usines qui sont fait démanteler avec des 6 tonnes de tabac brut, des 12 tonnes en France. Ouais. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, quand il y a un vrai marché, il y a une contrefaçon. Et si on rentre là-dedans dans la vape, on va avoir le même problème. Et là, la question elle est double. C'est de un, il y a un manque de revenus pour l'État, oui, mais là, au niveau sanitaire, on passe à notre gap. Ouais. Aussi, on c'est-à-dire que sans contrôle. Vendre des puffs maintenant, c'est lucratif. Vendre des puffs qui seront taxés, enfin des vapes qui seront taxées en marché noir sera encore plus lucratif du coup. Oui. Ah oui, complètement. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Donc tu augmentes l'attrait de contourner la loi en fait. C'est ça. Vous avez compris qu'il ne faut pas faire de taxes ou je ne sais pas si on n'a pas été assez clair. S'il y a quelqu'un du gouvernement qui regarde ça, c'est très bien déjà, bienvenue. Et deuxièmement, je crois que vous avez l'avis de la profession là-dessus. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus passer nous voir sur le salon, c'est très cool. Plaisir. C'était avec plaisir. Et je vous souhaite un bon salon les gars, je sais que c'est intense le losange. Ouais. Donc bonne chance pour ça. Nous on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres interviews évidemment. À très vite. Ciao ciao.